Alors, Youssef Indy, le 24 juillet 2025, le président français Emmanuel Macron a déclaré que la France reconnaîtra officiellement l'État de Palestine à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2025. Cette annonce a suscité la colère d'Israël qui qualifie ce geste de récompense pour le terrorisme. Quelles peuvent être les motivations politiques ou diplomatiques derrière ce calendrier? Alors, c'est assez obscur, mais si on remonte la chronologie de ces derniers mois, Emmanuel Macron avait déjà annoncé qu'il reconnaîtrait l'État de Palestine le 18 juin dernier, lors d'une conférence internationale co-organisée avec l'Arabie Saoudite. Donc, il a été en Égypte, il a visité des Palestiniens dans les hôpitaux égyptiens avec El-Sisi. Donc, on peut déjà supposer que l'Arabie Saoudite est un des pays qui est à la manœuvre, parce qu'on sait que même Donald Trump a demandé à essayer d'intégrer aux accords d'Abraham l'Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite était déjà réticente avant le génocide, et plus encore depuis le début du génocide. Donc, il y a des conditions que pose l'Arabie Saoudite. Je crois que la reconnaissance de la Palestine en fait partie, la fin du génocide, bien sûr, la fin de la guerre à Gaza, pour débloquer 50 milliards de dollars, l'Arabie Saoudite et d'autres pays de pétromonarchie, pour reconstruire Gaza. Donc je pense qu'il y a un rôle important joué par l'Arabie Saoudite dans cette reconnaissance. Mais il y a d'autres éléments, je suppose, hein, parce on n'a pas de documents qui prouvent quoi que ce soit aujourd'hui, mais il y a une menace aussi judiciaire qui pèse sur Emmanuel Macron et sur les dirigeants français, puisque la France, l'État français, a apporté une aide matérielle militaire à Israël en plein génocide. L'État français, donc Emmanuel Macron, a permis à l'avion de Benyamin Netanyahou de survoler l'espace aérien français deux fois, alors qu'il y a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale visant Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, sachant que la France fait partie des États qui reconnaissent la Cour pénale internationale et donc qui se soumettent, en théorie, à son jugement. Et d'ailleurs, là, il y a quelques jours, j'ai appris que plus d'une centaine d'avocats ont déposé une plainte à la Cour pénale internationale visant Emmanuel Macron, le ministre des Affaires étrangères, François Bayrou, et une quinzaine de parlementaires français pour complicité de génocide, au moins complicité de crimes contre l'humanité, un crime contre l'humanité. Donc, il y a peut-être aussi cela qui joue, mais je pense surtout que les pétromonarchies, l'Arabie Saoudite en pointe, est à la manœuvre, même si dans le discours public, elle est plutôt discrète. Tout récemment, l'Arabie Saoudite et je crois 16 autres pays ont exigé le désarmement du Hamas. Quel commentaire on peut faire là-dessus? Bah, je pense que ça fait aussi partie des négociations entre les pétromonarchies et les Américains et les Israéliens, parce que ceux qui demandent le désarmement du Hamas et à ce que tous les membres du Hamas quittent la bande de Gaza, ce sont les Israéliens. Donc il y a des négociations, je pense, en cours. Enfin, c'est pas je pense, je le sais. D'ailleurs, Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, posait cette condition-là dans les négociations avec le Hamas, c'est-à-dire un cessez-le-feu, mais donc reconstruction de Gaza, etc. Mais à condition que le Hamas parte et que le Hamas ne soit plus un acteur politique à Gaza. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui empêchera demain les Israéliens de bombarder une fois de plus, puisqu'ils le font depuis 2008 chaque année, de bombarder une fois de plus Gaza. Si, alors, en compensation, il faudrait qu'il y ait une sorte de force d'interposition, à la limite. À la limite, comme l'a fait nul au sud Liban.
même si elle n'empêche pas grand-chose, mais une force internationale à Gaza qui protège les Gazaouis. Or, je n'ai rien lu à ce sujet-là. Que dire de la reconnaissance conditionnelle promise par le Premier ministre Keir Starmer, Premier ministre britannique? Conditionnel, c'est-à-dire il pose quelles C'est-à-dire conditions, lui? qu'il reconnaîtra l'État de Palestine à moins que Israël prenne des mesures pour stopper la tragédie à Gaza et puis d'autres. Ah oui, donc oui, c'est une sorte de menace sur Israël. Enfin, je pense que les Israéliens, ça ne les touche absolument pas. Par contre, la reconnaissance par la France, là, oui, elle a provoqué des réactions très virulentes. Pour ce qui est des Britanniques, qui sont, faut le rappeler, ceux qui ont fondé le foyer national juif et sans qui l'État d'Israël n'existerait pas. Euh, Bon, ils ont toujours été un grand soutien d'Israël, et même jusqu'à aujourd'hui, puisqu'ils ont participé à l'interception des missiles iraniens lors des différents échanges, on va dire ça, entre Israël et l'Iran. Non, mais Keir Starmer est totalement insignifiant, donc j'ai pas grand-chose à dire sur cet individu. Mm. Et comment interpréter les réactions très virulentes des députés comme Caroline Yadan ou Shannon Seban, qui sont pourtant apparentés à la Macronie? Oui, bah, ce sont des gens qui défendent principalement d'abord les intérêts israéliens. J'ai vu Meir Habib sur Twitter qui a qualifié le ministre des Affaires étrangères Barrot de bouffon, donc il l'a insulté. Donc on a des gens qui sont totalement hystériques, qui ne respectent même pas en fait leurs alliés, puisque Emmanuel Macron a quand même soutenu l'État d'Israël, lui a envoyé des armes, mais on voit bien que pour ces gens-là, ce n'est jamais suffisant. Il faut, euh, il faut les applaudir pendant qu'ils commettent un génocide pour espérer ne pas être insultés, subir leur foudre. Donc oui, bon, on est habitué à ces crises d'hystérie des représentants israéliens. Maintenant, on verra bien. Normalement, la caravane passera. De toute façon, je veux dire, ils ont provoqué la détestation d'Israël, du monde entier. Même les touristes israéliens ou même des touristes de confession juive ne peuvent même plus se déplacer, même en Europe, en toute tranquillité. Et pour ça, il faut qu'ils remercient le gouvernement Netanyahou. Donc toutes ces vociférations ne changeront pas grand-chose à l'affaire. Voilà, le cas israélien va continuer à s'aggraver, la détestation universelle va augmenter. Donc, bah, ils pourront qualifier l'humanité entière d'antisémite, mais ça ne changera rien à l'affaire. Est-ce que tu penses que l'image d'Israël a été durablement écornée ou c'est juste par rapport aux circonstances? Ah, je pense que c'est durablement parce que comment dire, là on parle pas de crimes commis habituellement par Israël. Là, c'est une sorte de deuxième Nakba, mais en pire. Or, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas Internet. Le monde n'a appris que très tardivement ce qui s'est passé en 1948. Là, on a un génocide en direct. Et puis tout est archivé. C'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui, qui sont sionistes, hein, comme Anne Sinclair, etc., et qui condamnent Netanyahou aujourd'hui, ils sont restés silencieux quand ils n'ont pas encouragé le gouvernement israélien pendant plus d'un an, voire un an et demi. Donc, tout est parfaitement documenté. On sait qui a soutenu et on sait qui est resté silencieux et on sait qui retourne sa veste à la dernière minute, comme Frédéric Aziza, qui tout à coup soutient Emmanuel Macron dans, dans cette démarche pour faire oublier en fait qu'il a soutenu le gouvernement Netanyahou et le génocide. Donc ce n'est pas une tâche simplement sur
le Likoud et les messianistes au pouvoir. Mm. C'est une tâche sur les dirigeants israéliens et sur les Israéliens en général et les sionistes en général. Donc ils vont avoir beaucoup de mal à se sortir de cette situation. Les plus malins ont très tôt condamné Netanyahou, comme Jacques Attali. Mm. Dès Il 2024, est a dit un la peu plus place de Netanyahou. intelligent. Mm. Comment? Il est un peu plus intelligent que Oui, la, oui, voilà. on va dire. Oui, voilà. Et puis il fait partie des ce qu'on appelle les juifs libéraux, c'est-à-dire sionistes libéraux, qui considèrent, comme Ronald Lauder et d'autres, qui considèrent que Netanyahou et ses amis messianistes, déjà avant le génocide, constituent un danger pour la diaspora juive. Ils mettent en danger la diaspora juive et ils mettent en danger le projet sioniste, puisqu'ils montrent le visage du sionisme, ils démasquent le sionisme en réalité. C'est-à-dire qu'ils montrent et disent au monde entier, c'est un projet d'épuration ethnique depuis 1948, hein. C'est un projet génocidaire, c'est un projet racialiste et raciste, et c'est un projet messianique. Et ça, pour les gens intelligents, comme Jacques Attali, et qui vivent très bien à Paris, à Londres, à Los Angeles, à New York, c'est intolérable. Et ça fait de Netanyahou leur ennemi, puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est pas aller immigrer en Israël, hein. Sinon, ils l'auraient déjà fait depuis longtemps. Ce qu'ils veulent, c'est continuer à vivre dans l'opulence en Occident. Mais BHL, il se situe où là-dedans? Parce qu'il est toujours très pro-israélien, mais en même temps, il aime bien jouir voilà, de ses propriétés à l'étranger, et puis il n'a pas émigré en Israël. Alors lui, c'est véritablement, c'est un agent israélien, c'est un agent sioniste qui est en première ligne. Lui, il est vraiment dans une mission, c'est une mission israélienne qu'il accomplit depuis des décennies. On ne peut pas tout à fait le mettre dans la même catégorie que Jacques Attali, parce que effectivement, c'est un milliardaire, milliardaire aventurier, mais c'est un militant sioniste, c'est un militant pro-israélien. Jacques Attali n'est pas un militant pro-israélien. C'est d'abord quelqu'un qui défend un projet qui est globaliste. Oui, Mondialisé. Mm. oui, alors il nous a parlé de Jérusalem comme capitale du gouvernement mondial, mais ce qui lui importe d'abord, c'est le projet globaliste. Bernard-Henri Lévy est un agent israélien qui pousse les États occidentaux, notamment la France, dans des guerres pour Israël. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. En 2011, c'est rapporté notamment sur le site du CRIF, donc j'invente pas. Il dit que c'est au nom du sionisme, au nom de son appartenance à la tribu de Lévi, qu'il a participé à l'aventure en Libye, car Kadhafi était un ennemi d'Israël. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Ça a été rapporté ensuite par le Figaro, etc. Comment expliquer que Donald Trump, hein, souvent critiqué pour son indifférence aux causes humanitaires, alerte sur la famine à Gaza et que tant de dirigeants dits progressistes restent muets? Ah bah alors, le problème avec Donald Trump, c'est qu'il dit tout et son contraire. Il peut s'inquiéter verbalement de la famine à Gaza et en même temps dire les Israéliens doivent finir le travail à Gaza Ouais. contre le Hamas. Il peut faire l'éloge de Netanyahou et en même temps négocier directement avec le Hamas en passant au-dessus des Israéliens. Il peut bombarder le Yémen et ensuite négocier un cessez-le-feu avec les Yéménites pour qu'ils arrêtent de frapper les navires américains, mais en les autorisant à continuer à frapper Israël. Bon, je ne vais pas revenir sur Trump, les incohérences de Trump, mais Trump, faut suivre ce qu'il fait concrètement. Et de toute façon, quoi qu'il dise, Donald Trump, l'État américain est en grande partie piloté par le lobby pro-israélien, par les Israéliens. Parce que si véritablement Donald Trump avait le pouvoir, il aurait mis un terme à la guerre à Gaza, puisque dès son arrivée, dès son investiture, il avait imposé un cessez-le-feu
qui n'a duré que 2 mois, puisqu'ensuite il a été brisé par Netanyahou. Donc on voit bien effectivement qu'il essaie de mettre un terme à la guerre à Gaza et qu'il essaie de mettre un terme à la guerre en Ukraine, pas parce que c'est un humaniste, mais parce que ses priorités géopolitiques, et les priorités géopolitiques de son entourage, ne sont pas en Ukraine et à Gaza. Ils ont d'autres priorités, ils ont un autre projet géopolitique, notamment celui que j'appelais une géopolitique de grand espace, reconstituer l'hémisphère occidental, mettre la main sur le Groenland, etc., contre le Canada. Mais tout ça, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas accomplir leur projet géopolitique tant qu'ils sortent pas du bourbier ukrainien et du bourbier israélo-gazaoui. Donc on voit bien qu'il n'a pas le pouvoir, parce que même son projet, il ne peut pas l'accomplir. Ça fait depuis janvier qu'il est à la Maison-Blanche, il n'arrive pas à se sortir de ces deux conflits, ce qui indique bien qu'il n'a pas le pouvoir, ou très peu de pouvoir. Et même quand il veut éviter une guerre contre l'Iran, eh bien, il est obligé de donner le change. Mener des frappes théâtrales, etc. en Iran, insulter les Iraniens, mais ensuite, mais il ne faut pas oublier qu'il a Il faut aussi dire engagé des God bless Iran. négociations. Comment? Il a aussi dit God bless Iran. Oui, voilà. Mais Dieu bénisse. il a C'est entamé des négociations. Voilà, il a entamé des négociations avec les Iraniens. Elles ont vraiment commencé les négociations. Et ce sont les Israéliens ok. qui ont essayé de mettre un terme, et ils ont réussi, en tout cas temporairement, à suspendre donc les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Donc on ne va pas revenir là-dessus. Oui, le lobby pro-israélien est surpuissant aux États-Unis. Oui, Donald Trump a très peu de pouvoir. Oui, Donald Trump était obligé de zigzaguer pour éviter de se faire entrer dans une guerre israélienne. Donc, tout ça, on l'a bien, je pense, on l'a expliqué en long, en large et en travers. Justement, quel est le risque actuel d'une reprise des hostilités entre l'Iran et Israël dans le contexte de la guerre en cours? Bah, ce sont les Israéliens qui ont demandé un cessez-le-feu aux Américains et les Iraniens ont accepté. C'est les Israéliens qui étaient en train de perdre. C'est les Israéliens qui étaient à court de missiles anti-aériens. Et d'ailleurs, ils ont aussi vidé les stocks des missiles anti-aériens américains. Donc, comme je le dis, les Israéliens ont perdu, mais les Américains ont perdu la guerre face à l'Iran. Ils ont perdu par procuration. On mène des guerres par procuration, mais on les perd aussi par procuration. Alors, ils l'ont perdu en Ukraine et ils l'ont perdu aussi face à l'Iran. Ça, c'est la réalité des faits. Ils ont perdu des dizaines ou des centaines de milliards de dollars, les Israéliens. Alors, les Iraniens ont subi des coups, enfin, ils ont pris des coups très violents. Là, C'est pour ça qu'ils ont peut-être pas poussé leur avantage, car oui, ça... non plus, parce que ça a un coût. Ça a quand même un coût très élevé. Il y a environ 950 personnes qui sont mortes en Iran, principalement des civils. Donc ça a quand même eu un coût. Ils ont perdu des généraux, des chefs d'état-major. Bref, mais ceux qui ont essuie une défaite, là, ce sont Mais, les Israéliens. Donc peut-être qu'il y aura une nouvelle guerre, bon, ça, c'est ouais, sûr. Mais il faut le temps de reconstituer l'armement, ouais, notamment. d'un côté comme de l'autre. Oui, mais surtout du côté israélien, hein. Ouais, ouais. Et donc, pour conclure, est-ce que tu peux nous rappeler tes livres qui traitent de ces sujets, notamment de la... Alors, bah, les deux derniers, euh, Comprendre le conflit israélo-palestinien aux éditions Contre-Culture, et puis celui-là, coécrit avec Pierre-Antoine Plaquevent, Israël et la guerre mondiale des religions, préfacé par Édouard Husson aux éditions Culture et Racines. Merci. Voilà. Merci à toi.